Kelly's Heroes, sorti en 1970, est un classique hollywoodien injustement méconnu. Vous avez été nombreux à nous demander de l'explorer plus en profondeur. Alors, aujourd'hui, nous vous dévoilons 21 anecdotes insolites que vous ignoriez peut-être. Coulisses du tournage, ambiance chaotique, secrètes de casting, signification cachée, et même une anecdote bonus tellement bizarre qu'elle a failli être coupée au montage. Tourné dans un pays encore marqué par la guerre, Kelly's Heroes n'a pas été filmé dans un studio hollywoodien ni dans un décor européen soigneusement aménagé. Le film a été tourné presque entièrement en Yougoslavie, principalement dans la région de Šibenik et dans diverses zones de l'actuelle Croatie. Le réalisateur Brian G. Hutton a choisi la Yougoslavie car elle offrait deux choses qu'Hollywood ne pouvait pas facilement reproduire. Des paysages européens authentiques, non aseptisés pour le tournage, et la pleine coopération de l'armée nationale yougoslave. Allez, on y va! Cette coopération n'était pas que symbolique. Elle représentait une véritable aubaine logistique. La production a eu accès à du matériel militaire authentique, à de vrais soldats et à un terrain réel portant encore les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Certains des figurants locaux avaient même vécu le conflit. L'authenticité brute et âpre du film, cette texture granuleuse que l'on ressent à chaque image, provient directement du tournage dans un pays véritablement marqué par la guerre. Les chars Tigre étaient un beau mensonge. L'une des images les plus emblématiques de Kelly's Heroes est celle du char Tigre, cette machine de guerre allemande massive et terrifiante qui se dresse entre notre équipe et 16 millions de dollars d'or. Mais voilà, aucun véritable char Tigre n'était disponible pour le tournage. Les vrais avaient été détruits, capturés ou enfermés dans des musées. Alors, l'équipe de production a fait ce que tout cinéaste ingénieux aurait fait. Ils ont truqué les choses. 3 chars T-34 de fabrication soviétique provenant directement de l'armée yougoslave ont été minutieusement modifiés, avec de nouvelles coques et des tourelles adaptées pour ressembler à des chars Tigre 1. Des angles de caméra judicieux ont fait le reste. Le résultat était suffisamment convaincant pour tromper le public pendant des décennies. En y regardant de plus près, on remarque que les proportions sont légèrement différentes et que la silhouette ne correspond pas parfaitement à celle d'un vrai tigre. Mais en mouvement, sous l'effet de la musique, presque personne ne s'en apercevait. Et c'est là, en soi, une forme de magie. Archie Bunker était déjà présent. Voici une anecdote qui glace le sang de la plupart des fans. Le général Colt, personnage bruyant et pompeux qui aboie des ordres depuis l'arrière pendant que l'équipe de Kelly accomplit les tâches dangereuses, était interprété par Carroll O'Connor. Et lorsque le film fut tourné en 1969, presque personne ne connaissait Carroll O'Connor. On les perd. Il était là il y a 1 minute à peine. Je m'en occupe, Booker. Silence. C'était un acteur de second rôle reconnu, avec une filmographie solide, mais sans véritable notoriété. Puis, 1 an seulement après la sortie de Kelly's Heroes au cinéma, tout bascula. All in the Family fit ses débuts sur CBS en janvier 1971, et Carroll O'Connor devint Archie Bunker, l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de la télévision américaine. Sa prestation dans Kelly's Heroes semble aujourd'hui presque prophétique. Il y a quelque chose de profondément jouissif à voir Archie Bunker hurler sur des soldats dans la France en guerre, des années avant de s'en prendre à son gendre dans le Queens. Le roi de la controverse était déjà sous nos yeux. Personne ne s'en doutait encore. Le capitaine de la croisière s'amuse est parti à la guerre en premier. Si vous êtes amateur de séries télévisées américaines classiques, le nom de Gavin MacLeod évoque probablement une image en particulier. Celle du capitaine Merrill Stubbing, confortablement installé sur le pont du Pacific Princess. Mais avant tout ce charme maritime, MacLeod incarnait Moriarty dans Les Héros de Kelly, un membre de l'équipage du char qui intègre la bande improbable de Kelly, lancée à la chasse à l'or.
À l'époque, MacLeod était surtout connu comme acteur de second rôle à la télévision, interprétant souvent des personnages un peu sournois ou moralement ambigus, et Moriarty s'inscrivait parfaitement dans ce registre. Ce qui rend ce choix de casting si savoureux, c'est le contraste. Le même acteur qui allait plus tard incarner une autorité douce et chaleureuse dans La croisière s'amuse, a débuté la décennie dans le rôle d'un soldat bagarreur et pragmatique sur un champ de bataille yougoslave. Voir ces deux performances l'une après l'autre est véritablement surréaliste et un peu merveilleux. Sutherland incarnait Hawkeye et Oddball simultanément. Au moment du tournage de Kelly's Heroes en Yougoslavie, Donald Sutherland vivait l'une des années les plus extraordinaires de sa carrière. Il venait de terminer MASH, la satire antimilitariste culte de Robert Altman, et l'énergie de ce rôle l'animait encore lorsqu'il a endossé le rôle d'Oddball. Mais attention, ne vous laissez pas abattre par la saleté et la rouille. On aime donner l'impression d'être juste hors service. Les deux productions se sont chevauchées d'une manière presque miraculeuse du point de vue de l'emploi du temps. Et voici le plus remarquable. Hawkeye Pierce, interprété par Sutherland dans MASH, et Oddball dans Les Héros de Kelly, sont comme des cousins spirituels. Tous deux anti-autoritaires, tous deux philosophes, tous deux légèrement détachés du monde militaire auquel ils appartiennent nominalement. Que ce parallèle soit intentionnel ou simplement le reflet du génie naturel de Sutherland, il a donné naissance à l'un des duos de personnages les plus fascinants de la filmographie d'un seul acteur. Deux films, la même année, deux performances iconiques. Phénoménal est un euphémisme. Les meilleures répliques d'Oddball n'étaient pas dans le scénario. Oddball, incarné par Donald Sutherland, est l'une des figures emblématiques de la contre-culture cinématographique, décontracté, philosophe, le visage peint de couleurs psychédéliques, il évolue sur une fréquence qui lui est propre. Et une grande partie du magnétisme d'Oddball ne vient pas du scénario, mais de Sutherland lui-même. La plupart des dialogues, notamment la réplique désormais légendaire sur les ondes positives et négatives, « Pourquoi tu ne vas pas arrêter avec tes ondes négatives ?» sont le fruit de l'improvisation de Sutherland, qui puise dans l'esprit du personnage plutôt que de se contenter de lire le texte. La réplique « Ne me bombarde pas de tes ondes négatives, Moriarty » est devenue l'une des plus célèbres du film, et sans doute de toute la carrière de Sutherland. Elle incarnait parfaitement l'esprit de la contre-culture de la fin des années 1960. Le sentiment que les anciennes façons de penser, notamment la pensée militaire agressive, devaient être remplacées par une approche plus apaisée. Sutherland n'a pas seulement interprété Oddball, il est devenu Oddball. Et puis, il a tout simplement transcendé le scénario. Le roi de l'insulte a joué le jeu à la perfection. Don Rickles était l'un des plus grands humoristes de l'insulte de tous les temps. Il pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et déclencher un fou rire général en 3 phrases. Alors, le voir incarner Crap Game, le sergent d'approvisionnement à la langue bien pendue du parc automobile dans Kelly's Heroes, a surprise. Mais Rickles ne s'est pas contenté de tenir son rôle. Il a apporté à Crap Game quelque chose qu'un acteur dramatique classique n'aurait jamais pu faire. Une énergie naturelle, une authenticité brute qui donnait vie à Crap Game. Chaque négociation, chaque arnaque, chaque stratagème pour obtenir un meilleur prix semblait authentique, car Rickles avait passé des décennies à analyser les milieux et à jouer dans la rue. « Hé, tu sonnais à ces cloches? Allô? Kelly m'a dit de sonner. Je sais ce qu'il t'a dit. » Le film lui offrait l'espace nécessaire pour être drôle, tout en apportant une véritable profondeur dramatique à l'ensemble. Cela reste l'un des choix de casting les plus surprenants et les plus judicieux de 1970. Et ne manquez pas notre bonus à la fin. Une anecdote de tournage que presque personne ne connaît. Croyez-nous sur parole. Big Joe n'était que l'échauffement de Kojak. Telly Savalas, dans le rôle de Big Joe, est un pur joyau du cinéma, imposant, physique, capable de cruauté et de tendresse en un instant.
Mais lors du tournage de Kelly's Heroes en 1969, Savalas était encore à la recherche du rôle qui le consacrerait. Il avait été nommé à l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour Birdman of Alcatraz en 1963 et avait incarné divers méchants et durs à cuire tout au long de la décennie, dont un Ponce Pilate mémorablement sinistre. Kelly's Heroes est arrivé juste avant que tout ne bascule. En 1973, Savalas allait commencer à interpréter le lieutenant Theo Kojak, sucette comprise. Il est devenu une icône mondiale du jour au lendemain. Le lien direct entre Big Joe et Kojak est évident. Tous deux incarnent une autorité absolue, évoluant dans des contextes moralement complexes et possèdent un don exceptionnel pour captiver l'attention du public à chaque seconde de leur présence à l'écran. Big Joe n'était pas seulement un personnage marquant, il était une référence. C'était un film de braquage déguisé en film de guerre. 1970 fut une année extraordinaire pour le cinéma subversif. Sortirent MASH, Catch-22 et les héros de Kelly. Tous trois utilisent la Seconde Guerre mondiale comme toile de fond pour interroger la culture militaire, l'autorité et l'absurdité de la violence organisée. Mais Kelly's Heroes le fait de la manière la plus subtile des trois. Il dissimule son message anti-système sous les traits d'un film de braquage. L'or, la bande de bras cassés, le plan impossible. C'est presque Ocean's 11 en zone de guerre. Mais derrière le divertissement, le film défend une idée claire et percutante. La véritable motivation des hommes en conflit n'est ni le patriotisme ni l'idéologie. C'est l'argent, la survie et l'intérêt personnel. Quand Kelly affirme qu'ils veulent simplement mettre la main sur de l'or, il déconstruit tous les récits héroïques de la guerre véhiculés par Hollywood. L'armée américaine n'a pas apprécié ce message, ce qui nous amène au point suivant. L'armée américaine a refusé catégoriquement d'y participer. Lorsque l'équipe de production a sollicité sa coopération et son aide matérielle, elle s'est heurtée à un refus catégorique. Après avoir examiné le scénario, l'armée a jugé son postulat contestataire et mercantile peu favorable à son image et a décliné toute assistance. C'était un schéma récurrent en 1970. MASH avait rencontré une résistance similaire et Catch-22 n'était pas non plus du goût des hausses gradées. Résultat, Kelly's Heroes dut se procurer tout le matériel, véhicules, uniformes, armes, logistique, en dehors des circuits officiels américains. La Yougoslavie combla ce manque de façon magistrale. L'armée nationale yougoslave, y voyant une opportunité financière et une chance de visibilité internationale, intervint et fournit ce que Hollywood ne pouvait obtenir ailleurs. Ironie du sort, en pleine guerre froide, c'est l'armée d'un pays communiste qui rendit possible un film de guerre américain. L'ironie, quand on y pense, est presque aussi savoureuse que le film lui-même. Faites-le bouger. OK, je les envoie par 2 ou 3. Allez, crache le morceau. Si vous appréciez cette analyse approfondie de l'une des plus grandes aventures méconnues du cinéma, faites-nous plaisir. Cliquez sur « J'aime ». Laissez un commentaire ci-dessous avec votre moment préféré du film. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Le trésor est ouvert. Entrez. Le scénariste allait révolutionner la télévision britannique. Le scénario de Kelly's Heroes était signé Troy Kennedy Martin, un auteur britannique qui deviendra célèbre pour avoir écrit le thriller de la BBC Edge of Darkness en 1985, considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la télévision britannique. L'approche de Kennedy Martin était délibérément non conventionnelle. Il ne souhaitait pas écrire un film de guerre classique ni un film de braquage traditionnel. Il voulait créer une œuvre qui fonctionne sur les 2 registres simultanément, permettant aux spectateurs d'apprécier le spectacle tout en assimilant un message plus subtil et troublant. Le scénario a subi d'importantes révisions après l'arrivée d'Eastwood, le studio et l'acteur contribuant tous deux à façonner la version finale. Mais l'idée centrale de Kennedy Martin, des soldats qui désertent pour poursuivre un but lucratif, a été conservée intacte pour une production hollywoodienne grand public en 1970.
Cette idée était véritablement révolutionnaire. Le miracle n'est pas qu'il l'ait réalisé, mais qu'elle ait fonctionné. L'accord conclu avec Eastwood a sauvé le film. Dès 1970, Clint Eastwood, connu pour ses rôles de cowboy à la télévision, était devenu une star internationale du cinéma grâce à la trilogie du dollar de Sergio Leone. Il avait un pouvoir de négociation important et il l'a exploité. Pour Kelly's Heroes, Eastwood aurait négocié un salaire d'1 million de dollars plus un pourcentage des recettes brutes du film, une formule encore relativement rare à Hollywood et qui témoignait de l'augmentation spectaculaire de sa valeur. Mais Eastwood ne se contentait pas d'encaisser un chèque. Il était réfléchi et stratégique dans ses choix durant cette période, construisant soigneusement une image, stoïque, pragmatique, moralement ambiguë, toujours en avance sur son temps. Kelly correspond parfaitement à cette image. Je vous avais dit que j'avais une proposition à vous faire. C'est exactement ce que je voulais dire. Une proposition. Détail intéressant. Alors que la MGM connaissait de graves difficultés financières, l'engagement d'Eastwood dans le projet aurait été déterminant pour son lancement. Sans lui, il se pourrait bien que Kelly's Heroes n'ait jamais vu le jour. La MGM était au bord de la faillite pendant le tournage d'un film sur l'or. En 1969 et 1970, la MGM traversait une véritable crise. Le studio qui avait jadis incarné le glamour hollywoodien perdait des sommes colossales. Le patron du studio, James T. Aubrey, réduisait drastiquement les budgets et liquidait les actifs, notamment, et c'est bien connu, une partie de la légendaire collection d'accessoires qui avait orchestré des décennies de films classiques. Dans ce contexte, les héros de Kelly représentaient un risque financier considérable. Son budget, d'environ 4 millions de dollars, était important pour l'époque, et le tournage devait durer 6 mois en Yougoslavie, bien au-delà du contrôle habituel du studio. Finalement, le film connut un succès commercial et devint l'une des rares réussites de la MGM dans sa programmation tumultueuse de 1970. Le studio avait misé sur un film racontant l'histoire d'hommes désespérés à la recherche de l'or, alors même que son propre studio vendait discrètement tous ses actifs. Parfois, les métaphores les plus justes ne sont pas écrites dans un scénario. Elles sont vécues. Des milliers de vrais soldats ont participé aux scènes de bataille. Voici un fait qui permet de se rendre compte de l'ampleur de cette production. Les séquences de bataille de Kelly's Heroes n'ont pas fait appel à quelques centaines de figurants chorégraphiés, mais à des milliers de véritables soldats de l'armée nationale yougoslave. Au plus fort de certaines séquences, la production a eu accès à plus d'1 millier de militaires en uniforme, opérant en formation coordonnée sous la direction de l'équipe de tournage et de leurs officiers. Il ne s'agissait pas d'acteurs jouant des soldats, c'étaient de vrais soldats. Certains avaient très certainement servi dans les partisans yougoslaves pendant la Seconde Guerre mondiale. Les strates d'histoire réelles inscrites dans ces images, de vrais soldats sur une vraie terre ayant connu la vraie guerre, confèrent au film une texture qu'aucune production numérique ne pourrait jamais pleinement reproduire. Et en parlant de choses plus étranges que la fiction, nous sommes tout près de ce bonus, celui que nous avons préparé pour la vidéo. Patience. L'idée de l'or n'était pas pure fiction. L'histoire regorge d'exemples documentés d'or et de trésors disparus pendant la Seconde Guerre mondiale. Pillés par les armées, cachés dans des banques, enfouis profondément dans la campagne européenne, transportés par-delà les frontières et jamais retrouvés. Plusieurs historiens ont mis en lumière des cas réels de soldats alliés ayant trouvé de l'or de l'Axe vers la fin de la campagne d'Europe. Cela a engendré des situations d'une complexité morale extraordinaire, jamais consignées dans les rapports officiels. Que Troy Kennedy Martin se soit inspiré de cas historiques précis ou simplement du mythe plus large des trésors de guerre, le postulat de Kelly's Heroes n'était pas de la pure fantaisie. La guerre en Europe a produit de véritables situations où les soldats étaient confrontés à ce genre de dilemme. Découvertes inattendues, tentation immense et la question très concrète du sens du devoir en l'absence de témoins. L'ambiguïté morale du film n'est pas une invention.
elle est puisée dans la réalité. La bande originale, volontairement datée, évoque une autre décennie. Si, après avoir vu Kelly's Heroes, vous avez trouvé la musique un peu décalée pour 1944, vous ne vous trompiez pas. La partition de Lalo Schifrin, et notamment Burning Bridges, interprétée par le Mike Curb Congregation, possède une sonorité folk rock typique de la fin des années 60 et du début des années 70. On croirait l'écouter dans un road movie, et non dans un drame de la Seconde Guerre mondiale. C'était un choix délibéré. Le réalisateur Hutton et son équipe souhaitaient donner au film une dimension contemporaine. Ils souhaitaient s'adresser directement au public de 1970 et aborder les préoccupations de cette époque, même si l'histoire se déroulait en 1944. La musique anachronique était un signal délibéré. Ce film parle de notre époque. Les soldats à la recherche d'or dans la France occupée sont le reflet d'une génération qui s'interrogeait sur le véritable sens de son combat et sur sa propre valeur. Burning Bridges connut un succès modeste, contribuant à renforcer l'impact culturel du film. Et à propos de cette chanson, souvenez-vous de l'anecdote bonus qui arrive bientôt. Brian Hutton a défini un genre en seulement 2 films. Le réalisateur Brian G. Hutton a réalisé Les Héros de Kelly immédiatement après Quand les aigles attaquent en 1968, l'un des films d'action-aventure sur la Seconde Guerre mondiale les plus appréciés de tous les temps, avec Clint Eastwood et Richard Burton. 2 films emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, tournés coup sur coup, tous 2 en décor naturel en Europe, avec Eastwood dans le rôle d'un protagoniste discret et redoutable, animé par ses propres motivations. Hutton avait trouvé sa voie et y excellait pleinement. Sa philosophie de réalisation était résolument pragmatique. Décor réel, matériel authentique et un minimum d'artifice de studio. Cette approche a conféré aux 2 films une crédibilité physique à laquelle le public a immédiatement adhéré. Sortez-les avec vos camarades. Ce qui rend la réussite d'Hutton encore plus remarquable, c'est qu'il a réalisé relativement peu de films au cours de sa carrière. Le coup de maître que représente Quand les aigles attaquent et Les Héros de Kelly, sorti en l'espace de 2 ans, a quasiment défini tout un sous-genre du cinéma d'aventure. Un tel héritage, la plupart des réalisateurs ne l'atteignent jamais de leur vivant. La fin était l'élément le plus radical du film. Celle de Kelly's Heroes est l'une des conclusions les plus subtilement subversives du cinéma de guerre grand public. Après tous les combats, toutes les pertes, toutes les situations désespérées, l'équipe de Kelly se retrouve enfin face au dernier char Tigre gardant le coffre-fort. Et au lieu d'une bataille finale, Kelly s'avance seul, désarmé et négocie. Il s'adresse au commandant allemand en pragmatique, d'un professionnel à un autre. Pas de discours, pas d'idéologie, juste une offre sincère. L'Allemand accepte. Ils se partagent l'or. Fin du film. Pas de défilé victorieux, pas de salut, pas de drapeau agité. Le film s'achève sur des soldats, des armées ennemies se serrant la main, unis par une même cupidité. En 1970, cette fin était véritablement révolutionnaire. Elle rejetait toutes les conventions du film de guerre dans ses dernières minutes. Certains critiques l'ont jugé trop cynique. Le public, lui, l'a largement encensé. Des décennies plus tard, elle reste audacieuse et, d'une certaine manière, d'une grande justesse. Toute la distribution était sur le point de percer. Quand on considère l'ensemble des acteurs à la lumière de ce qui a suivi, on a l'impression d'assister à l'évocation de toute une époque. Carol O'Connor, Archie Bunker, Gavin MacLeod, Capitaine Stubbing, Telly Savalas, Kojak, Harry Dean Stanton, qui tenait un petit rôle secondaire, allait devenir l'un des acteurs de composition les plus marquants et les plus appréciés de l'histoire du cinéma américain. Quel genre d'accord? Un accord privé. Ah oui, dis donc, Harry va te faire couper les cheveux. Le film était, à bien des égards, un rassemblement de talents à l'aube de leur consécration. C'était un instantané d'acteurs sur le point de devenir des stars, capturés juste avant que le monde ne les rattrape. En revoyant Kelly's Heroes aujourd'hui avec cette information,
Chaque scène prend une dimension étrangement électrisante. Tous les personnages sont sur le point de devenir quelqu'un. Ils l'ignorent encore, et nous non plus. Les écoles de commerce étudient ce film. Voilà qui est vraiment surprenant. Les héros de Kelly, un film sur des soldats qui volent de l'or, est cité dans les programmes MBA et les séminaires de leadership comme étude de cas sur la motivation d'équipe, le leadership non conventionnel et l'alignement des objectifs. Plus précisément, la philosophie des ondes positives d'Oddball a été citée dans les débats sur le comportement organisationnel comme une illustration de la façon dont l'état d'esprit et la manière dont un leader appréhende un défi peuvent transformer en profondeur la performance et le moral d'une équipe. L'idée que la positivité inébranlable d'une seule personne, aussi excentrique soit-elle, puisse souder une petite équipe hétéroclite sous une pression extrême est apparemment parfaitement illustrée par cet homme dans un char aux couleurs psychédéliques, récitant des citations philosophiques en pleine zone de guerre. Plusieurs ouvrages de gestion et articles universitaires ont fait référence au film dans ce contexte. Eisenhower serait horrifié. Oddball serait aux anges. Et quelque part dans la bibliothèque d'une école de commerce, une copie de ce film trône à côté d'une étude de cas de Harvard. Anecdote bonus. Le compositeur est devenu homme politique. Et voici l'anecdote bonus que nous attendions tous. Burning Bridges. Le thème folk rock emblématique du film, interprété par le Mike Curb Congregation, est devenu l'un des morceaux les plus reconnaissables de tous les films de 1970. Elle saisissait parfaitement le caractère doux amer et désorienté de ces hommes qui avaient quitté la guerre pour poursuivre un idéal qui leur soit propre. La chanson connut un succès modeste. Le film, quant à lui, fut un véritable triomphe. Et Mike Curb, chef d'orchestre et producteur du Mike Curb Congregation, acquit une brève notoriété grâce à elle. Mais voici ce que presque personne ne retient. Mike Curb devint ensuite lieutenant-gouverneur de Californie, poste qu'il occupa de 1979 à 1983. Candidat républicain, il remporta l'élection et devint l'une des figures politiques les plus en vue de Californie durant cette période. Il a même assumé les fonctions de gouverneur pendant l'absence de Jerry Brown. L'homme qui a composé et interprété la musique d'un film sur des soldats à la recherche d'or a ensuite conquis le pouvoir politique et a triomphé. Dans la longue et étrange histoire des liens entre Hollywood et la politique, Mike Curb est peut-être l'exemple le plus délicieusement méconnu. Les héros de Kelly reste un film culte car il dit la vérité, même en costume. C'est un film de guerre qui ne parle pas vraiment de guerre. C'est un film de braquage qui ne parle pas vraiment d'or. Au fond, c'est l'histoire d'un groupe de gens ordinaires, imparfaits, drôles, étonnamment humains, qui décident, pour une fois, de poursuivre leurs propres objectifs. Cette idée n'a pas pris une ride. Si vous êtes arrivé jusqu'ici sans interrompre la vidéo, vous avez officiellement gagné votre place dans la bande de Kelly. Maintenant, une dernière chose. Abonnez-vous au Rewatch Club, aimez cette vidéo et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quel est votre moment préféré du film. Ou dites-nous quel film vous aimeriez que nous analysions ensuite, car celui-ci existe grâce à vos demandes.